Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 18 septembre 2025. Je sais, il est tard, vous inquiétez pas, tout sera disponible en replay. J'essaierai de le mettre au plus vite en ligne. On est au lendemain d'un PSG Atalanta qui nous a beaucoup réjouis, même de deux PSG Atalanta qui nous ont beaucoup réjouis, parce que les plus chanceux d'entre vous ont aussi pu assister à, ou en tout cas suivre la victoire en Youth League, qui était un très beau match aussi, mais on va surtout se concentrer sur les professionnels. Ce sera le seul thème du soir, donc on va revenir sur ce 4-0 contre les amis de Bergame. Et alors, vu qu'on est un peu fatigué tous, qu'il est tard, que peut pas, ça ne peut pas durer trop longtemps, on n'est que 3 ce soir. Voilà la raison. Daryl est là, comme d'habitude. Bonsoir Daryl. Salut Philo, salut tout le monde. Et on a Théo qui fait son retour ce soir. Bonsoir Théo. Bonsoir. Voilà. Donc Théo, vous l'avez vu, c'était il y a plusieurs mois, un an que tu avais fait des podcasts avec nous, je sais plus. Mais moins de 2 ans même, hein, quasiment. ouais, voilà. Alias Enki sur Twitter. Allez, on te brûle ta couverture, mon cher. Mais en tout cas, Je crois qu'il n'y a plus, j'ai changé, je crois. C'est tout, c'est Théo maintenant. D'accord, ok. Et donc, on est content de t'avoir, en tout cas de te retrouver pour débriefer ce match. Je vais vous rappeler les buteurs, parce qu'il y a quand même eu 4 buts hier soir pour ceux qui n'ont pas suivi. Marquinhos a ouvert le score dès la 3e minute sur une passe décisive de Fabian Ruiz. Gvara a marqué le 2e but à la 39e. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une passe décisive d'Achraf Hakimi? Nos amis marocains en pleine propagande, évidemment, l'ont accordé. Nous resterons peut-être un peu plus mesurés. 3-0 Nuno Mendes, 51e. Passe décisive de Barcola, même si là aussi on est plus sur un exploit individuel que sur une passe décisive. Et enfin, Gonzalo Ramos à la 91e a clôturé la marque au Parc des Princes. Un seul avertissement côté... non, je crois qu'il y en a peut-être eu plus, mais il me semble que j'en ai loupé un ou deux. Mais bref, c'est comme ça. On me dit pas moi. Oui, je sais que tous les Marocains n'ont pas dit que Hakimi avait fait une passe décisive à Gvara, mais j'ai vu certains lui accorder, j'ai un peu souri, je fais quand même... Les amis, la propagande peut s'arrêter à ce niveau-là. Les votes pour le Ballon d'Or sont clos. C'est plus la peine. Mais en tout cas, pour attaquer l'habituel pouls du match, bah écoutez, on s'est régalé au Parc des Princes hier soir. Enfin, ceux qui étaient ont dû encore plus se régaler que nous qui étions devant la télé. Mais super match de A à Z, tu attaques bien la chose, tu fais une première mi-temps, tu mènes 2-0, mais tu pourras en mener 4 ou 5-0. Tu gères bien ton match, tu te fais pas prendre autour des vestiaires à prendre un petit but un peu bête où tu te retrouves à 2-1, le cul entre deux chaises et t'es dans l'hésitation. Non, là, il n'y a pas de souci. Bam, tu mets le 3e, t'es tranquille, tu fais tourner. Alors, le seul point noir, évidemment, c'est la blessure de Joao Neves qui va rater au MPG à cause de ça. Mais bon, globalement, comme on dit sur là, oui, il y a 10 minutes de flottement, mais même ça, c'est bien géré. Non. Enfin, c'est très cliché ce que je vais dire, mais tu fais un match de champion d'Europe, quoi. Et en face, ils ont fait un match d'équipe qui est en train de changer d'entraîneur, de relancer un cycle qui est entre deux eaux. Et ça pardonne pas à ce niveau-là, quoi. Comme l'a dit Juric à la fin du match, non mais nous on joue pas contre ce genre d'équipe d'habitude. Il y avait un petit côté, il y a de la lumière, on est rentré, on s'est fait défoncer. Mais en tout cas, non, le PSG a fait une prestation de très loin la plus aboutie depuis le début de la saison. On avait vu contre Lens, bon, ils n'avaient pas joué à 100%, hein. Il y avait eu de la blessure en plus de Gvara d'entrée, puis celle de Beraldo, plus celle de Lee. Là, il n'y avait pas de. Tu me parles pas de blessure hier soir globalement. Donc ça a été vraiment un très 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 beau match des Parisiens. Il y a eu 2-3 bonnes choses côté Atalanta aussi. Il y a un certain pressing, mais il y a trop d'écart à tous les niveaux face à ce PSG pour que ça fasse un pli, j'ai envie de dire. Daryl, Théo, bah tiens Daryl, est-ce que tu veux, je te laisse compléter ce pouls du match forcément très positif. Vraiment très positif, hein. C'était un match qu'on attendait avec assez d'impatience, parce que c'était le retour des champions d'Europe dans leur compétition, comme l'a joliment expliqué Luis Enrique. Et après un début de saison où certes on a gagné tous les matchs, celui qu'on n'a pas gagné, où on a fait match nul, on a quand même remporté le trophée à la fin, mais où les prestations collectives n'étaient pas forcément exceptionnelles. Là, on a revu le PSG qui marchait sur tout le monde en fin de saison dernière. On a vraiment senti l'équipe hyper concernée. On a vu qu'ils avaient vraiment faim et vraiment envie de démontrer leur grande volonté d'aller conquérir une deuxième Ligue des Champions consécutive. Et donc ça s'est soldé par
une victoire nette et sans appel sur le score de 4-0, et encore, le score aurait pu atteindre des proportions beaucoup moins respectables pour l'Atalanta, parce que après seulement, je peux même pas, 10 minutes, 10 minutes de jeu, on avait déjà eu 4 occasions nettes, Ouais. dont un but marqué en plus, donc par un défenseur central dans le jeu. Donc vraiment non, une prestation exceptionnelle, avec 20 minutes de très 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 grande qualité, où tout le monde a été au diapason. L'adversaire n'a vraiment quasiment pas existé. Et quand il s'est mis à exister, bon, il y a eu un petit. Je parlerai pas de temps faible, parce qu'il y a eu aucun temps faible selon moi pour nous dans ce match. Mais on a un petit peu baissé de rythme, on les a laissés venir, pour au final les sanctionner avant la mi-temps. Et puis, comme tu l'as expliqué, on en a remis un juste après, donc la rencontre était pliée, et puis on a géré assez tranquillement avant de conclure la marque, de finir avec un 4e but. Donc là, c'est parfait, enfin c'est quasi parfait. Voilà, le seul point noir de la soirée, c'est cette blessure de João Neves, mais heureusement, elle est pas grave, et il sera de retour assez tôt. Bon, ouais, voilà. Donc il loupera le classique cette semaine, mais bon, c'est ce week-end, mais bon, voilà, le pire a été évité. Donc voilà, c'est une victoire où on soigne le goal average, ce qui est important dans cette compétition, parce qu'il y a que 8 matchs, et puis ils seront pas tous aussi simples que celui-là. Et en plus, on prend pas de carton jaune, ce qui est toujours une bonne nouvelle, compte tenu de la menace de suspension qui joue un rôle quand même très important une fois les matchs à élimination directe arrivés. Donc voilà, pour résumer, match quasi parfait. On a été, à mon sens, alors j'ai pas vu toutes les rencontres, évidemment, ni tous les résumés des rencontres de Ligue des Champions qu'il y a eu lors de cette journée, mais bon, j'ai quand même l'impression qu'on est parti sur des bases très élevées, qu'il n'y a pas eu, voilà. Oui, je pense que oui, on n'est pas premier. Le Sporting a nous passer devant. Non, c'est pas le Sporting qui nous est passé devant. Ah, c'est même pas. Le Sporting a pris un but de Kairat en fin de match. C'est nos amis de l'Eintracht, les rois. Ah, c'est l'Eintracht, ok. Ouais, les rois de l'Eintracht, les rois de la vente ont mis une pilule au Galatasaray. Donc, voilà. Ah oui, évidemment, oui, voilà. Ils leur ont laissé ouvrir le score, et puis après ils les ont défoncés. En gros, quoi. Très bien. Ouais, mais bon, après ça, le classement à l'issue de la première journée, tout ce qui est le classement, messages envoyés, etc. Bon, on s'en fiche un peu. On est bien placé pour savoir que l'histoire du message, je suis d'accord, c'est débile, mais l'an dernier, quand on avait gagné contre Gérone avec le 1-0, plus petit score, tout ça, on était que 15e après la première journée. Là, on sera 2e. Ah oui, oui. Le goal average, oui, pas le goal average, la différence de but, puisque c'est pas ça, le goal average, c'est un truc un peu différent. Vous chercherez, c'est un truc historique du football. Le goal average, ça n'a plus aucun sens d'utiliser cette expression. La différence de but a quand même un sens, parce que tu as beaucoup d'égalité, vu que c'est sur 8 journées. Et donc, tu te retrouves vite avec 2 équipes à égalité. Et là, t'es quand même pas trop mal placé avec un +4 d'entrée, quoi. Donc ça, c'est très bien. Bien sûr. Ouais, donc c'est l'an dernier, excellente soirée. On finit la phase de poule, je crois, à +5 ou +7 seulement, par exemple. Enfin, la première phase, parce que comme on a perdu pas mal de matchs, c'est ça, on a perdu pas mal de matchs, et puis on n'a pas non plus marqué énormément de buts, sauf sur les dernières rencontres, quoi. Ouais, exactement. Daryl, merci pour ce complément du pouls du match. Théo, tu veux rajouter quelque chose sur le match en général, ou on passe direct à l'analyse collective, parce que pas que ça à faire, on est pressé aujourd'hui. Vas-y. Non, mais je pense que je suis obligé de vous rejoindre, et si je peux faire un peu le rabat-joie, on va dire, même si ça enlève en aucun cas le mérite et la performance que Paris a fait, je pense que la configuration du match et ce à quoi il était voué à être, fait que c'était un match parfait pour Paris pour le dominer de cette manière-là. Dans le sens où l'Atalanta est certainement un adversaire pas suffisamment fort pour poser des difficultés à ce PSG-là, mais dans le sens où aussi on arrive et on sent que ce Paris-là arrive à l'aboutissement de ce premier mois en mode préparation après une
une saison très longue l'année dernière, et un PSG très proche de sa première version 2025-2026. Et Allô? Et Théo? dans une Allô? Vous m'entendez ou pas là? Oui, Ah. moi je t'entends. Je crois Ah. que c'est Théo, le son Théo, de Théo ça a qui coupé. coupe un peu. Théo, reviens. Ta connect nous a lâché. Bon, en attendant que ça revienne. Allô? Oui, c'est bon. Tu nous entends là? Ah bah il a coupé. Bon. Oui, Allô? ouais, c'est bon là, on t'entend Théo. Ouais, excusez-moi. Ouais, j'en étais où? Où est-ce que j'ai coupé? Tu nous disais qu'on était tout proche de la première version du PSG 2025-2026. Oui, je disais que ouais, on sent l'aboutissement de cette première partie de saison où on a senti un PSG clairement en préparation de sa saison et qui montait en puissance jusqu'ici. Et en ce sens et dans cette optique-là, ça coupe encore? Non, c'est bon, vas-y. Ok. La manière dont l'Atalanta a opposé la manière dont l'Atalanta fonctionne, et notamment son mode de jeu défensif qui par nature est en difficulté face à ce qu'on est, à savoir une équipe qui casse la structure adverse en jouant sur ses prises en charge individuelles pour créer des espaces. Eux, des prises en charge individuelles, ils en ont 10 strictes en fait, puisque même la ligne défensive suit le marquage tant qu'il n'est pas récupéré. Et à partir de ce moment-là, je pense que pour le PSG, c'est idéal de jouer ce genre d'équipe avec effectivement que du marquage individuel, quoi. Sachant que tu n'as que des joueurs meilleurs qu'eux individuellement, ils se retrouvent dans une situation où forcément ça s'écroule entre guillemets d'un coup, quoi. Tu pètes un marquage, deux marquages, et là tout de suite t'es dans une situation archi favorable. C'est un peu ça là, où tu voulais arriver, j'imagine, Théo. J'ai pas entendu ce que tu as dit, je suis désolé. Je disais que le fait que, comme ils font du 1 contre 1 partout, dès que le PSG casse 1-2 marquages, ils se retrouvent dans des situations absolument intenables, en fait, de leur côté, quoi, tout simplement. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, vas-y, continue. En ce sens, voilà, non, mais t'as bien résumé ce que je voulais dire, c'est qu'en ce sens, ça a été très simple pour Paris de dérouler son jeu. Il n'y a pas eu d'opposition vraiment différenciante de ce qu'on peut avoir l'habitude d'avoir, puisqu'on a pu justement exploiter les différentes sorties de marquage de l'adversaire avec beaucoup de mobilité comme d'habitude dans l'axe, des permutations, notamment aussi on a trouvé un certain nombre de fois le demi-espace en sortie basse, avec donc Marquinhos à droite qui écartait et laissait Chevalier claquer cette passe dans le demi-espace, et Pacho à gauche avec Nono qui fixait Bellanova ou Kossounou, si je dis pas de bêtises, qui sortait très haut. Et voilà, et même si on n'a pas eu cette même régularité avec le ballon sur un match comme ça, on a eu un grand intérêt de notre mobilité et de notre manière d'échapper au duel face à une équipe qui est très athlétique et cherche justement ces duels en 1 contre 1 et parfois un attentisme de l'adversaire avec le ballon. Ouais, c'est sûr que... Alors, la légende dira que la pharmacie de Gasperini est partie avec Gasperini, mais non, c'est vrai que en fait, il y a un truc qui m'a impressionné dans la partie collective, c'est, tu vois, tu parles de la relance à un moment de ce que Chevalier, Marquinhos et derrière ils arrivaient à faire, mais moi, un truc, je sais pas si ça vous a choqué, c'est à quel point on agrandit le terrain. C'est un truc qui est très courant dans les sports américains. Ils te disent, tu stretches le field. C'est très cliché, mais c'est ça en fait. Tu éloignes les joueurs les uns des autres en fait, pour que l'équipe adverse se retrouve à gérer plus d'espace. Donc tu peux pas vraiment faire des prises à deux. Il faut que chaque joueur se retrouve dans des 1 contre 1
vraiment du 1 contre 1, pas du 1 contre 2, donc tu te retrouves dans des positions assez favorables. Et sur les relances, ça s'est beaucoup vu, on s'est retrouvé des fois à faire, trouver du Barcola qui était 1 contre 1. Alors Barcola, le pauvre, il avait Kosunu sur le dos, qui a quand même été d'assez loin le meilleur défenseur de Bergame. Mais par exemple, côté opposé, Gvara s'est retrouvé dans deux situations intéressantes. Même Mayulu s'est retrouvé des fois au cœur du jeu sur des positions où il avait de la place justement pour enchaîner, se retrouver. Ruiz aussi a trouvé ce genre de position. Et comme le jeu offensif parisien est quand même très très léché, très abouti déjà, tu te retrouves à créer des occasions quand même assez facilement dans le fond, quoi. Après, il y a eu, je dis ça assez facilement, il y a eu des exploits techniques incroyables. Le but, il y a quand même le centre de Ruiz est parfait. La frappe de Hakimi qui touche le poteau, il y a une talonnade de Ruiz dans la surface. Il y a des inspirations vraiment très très fortes et très belles. Le but de Gvara, j'en parle même pas. Mais il y a quand même du talent individuel qui s'exprime. Mais je trouve que la façon que le PSG a eu, en fait, d'écarter la Talenta le plus possible pour se retrouver dans des situations de 1 contre 1 où le PSG ayant le plus de talent, il va forcément en profiter un moment, quoi. C'était vraiment bien vu de la part du staff. Et je sais pas à quel point c'est lié au fait que Luis Enrique regarde les matchs d'en haut désormais. Ça, je ne sais pas, mais je trouve que l'utilisation de l'espace était vraiment parfaite. Oui, Théo, tu veux compléter? Non, c'est oui, pour compléter sur l'espace, je pense aussi que ça nous a servi pour apporter de la variété. Une variété qu'on n'avait pas forcément vue. Alors, pareil, la configuration des matchs ne s'y prêtait pas forcément, avec le match à Tottenham, où l'équipe était très empruntée physiquement, les matchs contre Nantes et Angers, avec des blocs très bas et resserrés. Et puis les matchs contre Toulouse et Lens aussi qui avaient des particularités. Mais on a retrouvé sur ce match-là aussi toute la variété qui caractérise ce PSG-là. Et si justement vous parliez des 4 occasions qui ont lieu dans les 10 premières minutes, si on regarde leur départ, elles viennent les 4 d'espaces différents en fait. Le premier but, c'est le pressing haut de Marquinhos qui récupère et donc sur la transition le but. Le tir de Nuno qui est trouvé par Marquinhos, c'est une sortie de balle, puis une possession haute un peu plus longue et on trouve la profondeur. Le centre en retrait d'Hakimi pour Barcola, c'est du jeu sur les ailes. Ouais. Et enfin la frappe de Hakimi avec la talonnade de Fabian, c'est une action qui part de beaucoup plus bas. Ouais. Et tout au long du match, justement, je trouve qu'on a su on a revu en fait le PSG de la deuxième partie de saison dernière en Ligue des Champions, qui était capable de jouer de quasiment toutes les manières possibles, à la fois donc en exploitant les différents espaces de jeu, et aussi pour ajouter sur la question du rythme, alterner entre des temps de jeu longs et des temps de jeu plus agressifs et plus vertical quand le jeu s'y prêtait. D'ailleurs, à propos du rythme, je sais pas si on a joué le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, à un rythme absolument délirant, où vraiment ça jouait très vite, et on voit qu'on le paye un peu autour de la 30e, 35e, et il me semble que Luis Enrique le dit à un moment, il dit ouais, c'était pas après ce match-là, je sais plus, mais il a parlé du rythme, je crois que c'était en conférence de presse, où il dit ouais, peut-être trop de rythme justement au début de match. Ouais, ce qu'il a dit. Oui, c'est ça. C'est au micro de Canal après, je crois. Ouais, c'est ça. Je me souviens plus, c'était moi qui l'ai retranscrit au Fujia qui était en conf pour nous. Il dit ouais, trop de rythme. Mais je vois que ça s'est un peu senti à la 30e. On est là. Et je crois que c'est Christophe Jallet qui dit ouais, t'as le mec de Canal qui commente. Donc Eric Huet, il dit ouais, les Parisiens qui sont un peu en difficulté. Et t'as Christophe Jallet qui dit non mais attendez, c'est normal. Hein. Ils ont envoyé 20 minutes de port là. Vous pouvez pas être 90 minutes à ce rythme-là. Hein. Même en Angleterre, il y a un moment où tu as besoin de reprendre ton souffle parce que c'est pas possible de faire 90 minutes à ce rythme, quoi. Au bout d'un moment, c'est humain. Hein. Donc, Mais oui. Vas-y, Théo. ce temps-là, on l'a quand même très très bien géré, j'ai trouvé. Ouais, c'est parce que vas-y. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais, parce que il y avait des situations où j'avais un peu peur parce que l'Atalanta se retrouvait à 4-5 joueurs dans la surface et j'avais pas vu de match de l'Atalanta avant le match, mais j'avais vu les buts qu'ils ont marqués en Serie A pour l'instant, et sur les 6 buts qu'ils ont marqués, il y a 3 situations justement qui viennent de situations où ils sont très compacts dans la surface, et soit ils combinent proches et ils arrivent à trouver un joueur face qui tire et marque, soit il y a le rebond derrière. Et justement, je trouve qu'on a été vraiment très sérieux, et globalement la copie défensive de l'équipe
a été très appliquée sur tous les points et sérieuse. Mais à ce moment-là, particulièrement, on a vraiment su répondre en mettant aussi nous aussi de la compacité autour de la surface, notamment avec l'activité de Barcola et de Kvaratskhelia qui venait assister. Et à la fois dans cet aspect-là et à la perte, à ce moment-là, on a été vraiment, on a su gérer en fait un temps faible comme une équipe comme les équipes qui vont loin en Ligue des Champions et qui savent passer à travers ces temps faibles-là. Ouais, non mais ça, oui, comme tu dis, c'est un temps faible d'équipe qui va loin, quoi. Où tu laisses la balle un peu à l'adversaire enfin, il te prend la balle, hein, c'est pas tout le temps toi qui décide du match, mais au final, ils ont pas une occasion, quoi. Je sais pas, Daryl, si t'as le souvenir d'une Ah non, demi. non, non. Y a rien, quoi. Non, il y a rien, il y a rien. Il y a un moment, il y a Kosunu qui fait une petite percée et qui frappe dans une position assez dangereuse. Je crois qu'il y a une tête de Pasalic aussi un peu plus tard en première mi-temps. Mais c'est globalement tout. Et puis en deuxième, par contre, j'ai le souvenir d'absolument rien de dangereux. Je sais pas si vous voyez, mais Il y a un moment. personnellement, il y a. Pareillement, Ouais, j'ai pas revu le match, mais ouais, de mémoire, il y a pas eu vraiment de grands moments où on a tremblé. Et oui, ce temps faible, comme vous l'avez dit, c'est un temps faible où on maîtrise quand même plutôt bien les choses, on reste très sérieux et appliqué défensivement et on réduit l'adversaire à pas grand chose, quoi. Tiens, on me dit sur live, si ça continue, on saura jamais le vrai niveau de Chevalier. Ça serait très bien, hein. Mais oui, que ça continue comme ça, hein. Voilà. Il y a un corner en seconde mi-temps que Chevalier boxe d'ailleurs. Je sais pas s'il le boxe très bien, mais on en reparlera après. S'il peut ne rien faire, ne rien avoir à faire à Marseille, ce serait pas mal. C'est très bien comme ça. À Barcelone, je pense qu'il y aura un peu plus de travail par contre. Mais bon, ça arrive vite, c'est dans 2 semaines Barça, quoi. Ouais, c'est dans 2 semaines, donc ouais, c'est ça. On me dit, il y a personne dans le chat, c'est ouf. Et que il est quand même 23h25 un jeudi soir. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Vous êtes quand même 180 à être en direct avec nous, donc ça fait très plaisir. Sur l'aspect collectif, Daryl, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, que ce soit sur les choix de Luis Enrique, sur ce qu'on a vu? C'est vrai que Théo a fait une très bonne analyse du jeu parisien déjà sur le fait que l'Atalanta tombait bien, mais qu'on a aussi très bien joué. On t'écoute, Daryl. S'il y a des points sur lesquels tu veux revenir. Ouais, bah justement, tu parlais des choix de Luis Enrique que tu avais vu envisager la possibilité en tout cas que Mayoulou soit titulaire. Moi, je pensais qu'il ce serait trop court, mais bon, force est de constater que tu avais raison. Sur le coup, on a vu Mayoulou donc être titularisé après avoir seulement joué une demi-heure cette saison. Bon, on va pas rentrer peut-être dans le détail de sa prestation, mais en tout cas, c'est un choix qui montre bien qu'à l'heure actuelle, le point vraiment essentiel pour Luis Enrique, cette position de neuf, c'est vraiment d'apporter de la mobilité et d'avoir un joueur à même de s'associer avec les autres. Et en ce sens-là, en l'absence forcément de Dembélé et Doué, Mayoulou, qu'il avait pas mal testé au début de la Coupe du Monde des clubs, dans cette position, a plutôt le profil de l'emploi et je trouve a donné satisfaction, surtout compte tenu du peu de minutes qu'il avait disputé jusqu'à présent. Ouais, mais ça, on me dit Gonzalo Ramos est 4e dans la hiérarchie au poste de 9. Je sais pas si Gonzalo Ramos est derrière, comment il s'appelle, Doué par exemple, parce que ça fait un moment qu'on n'a plus vu Doué dans l'axe, mais c'est vrai que Mayoulou a l'air de lui être un peu passé devant dans l'esprit de Luis Enrique. Ouais. Je sais pas s'il est 4e dans la hiérarchie. En gros, en Ligue des Champions, oui. En Ligue des Champions, je dirais qu'il est 4e. Voilà. Après, en Ligue 1, je pense qu'il serait plutôt 2e. C'est-à-dire qu'en l'absence de Dembélé, je pense que il serait le choix privilégié. Mais dans les grands matchs où effectivement il y a une nécessité d'élever le niveau de jeu global de l'équipe et où on peut pas, ou en tout cas où on peut moins se permettre d'avoir un joueur entre guillemets un peu passager, en tout cas un joueur qui est pas suffisamment impliqué dans les circuits de passe au sein de l'équipe. Oui, c'est plutôt
compréhensible que Luis Enrique privilégie un joueur comme Mayulu. Ah, Ou très Doué. ouais. Mayulu, très mobile, tout ça. Mayulu Ouais. quand tu regardes les caractéristiques, même le jeu un peu du joueur, je trouve que c'est celui qui quand même se rapproche le plus de Dembélé. De Mayulu, Dembélé, bah oui, ouais, oui, 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 oui. il est dans l'évitement, il se déplace très bien, il sait jouer des deux pieds, il est capable de jouer pied gauche, pied droit, et quand tu joues en pivot, c'est très pratique quand même. Non, non. Et pourquoi garder Ramos? Mais c'est Ramos qui a voulu rester. Et à partir de là, Ramos, c'est un modèle d'investissement à l'entraînement, toujours bon, tout ça. C'est compliqué de foutre à la porte un mec comme ça, quoi. Surtout que contractuellement, il n'y a pas grand-chose à lui dire. Par exemple, entre le PSG et Donnarumma, il y a finalement incompatibilité sportive, mais le début de l'incompatibilité, elle est contractuelle. Ramos, son agent était prêt à le faire partir. Il lui a dit, bah, t'inquiète, je peux te trouver un club, hein. Georges, vous inquiétez pas, il rentre dans tous les clubs du monde, hein. Mais c'est Ramos qui a dit non, non, moi je veux rester. Donc à partir de là, le PSG ne voulait pas le mettre à la porte parce qu'il a une vraie utilité. D'ailleurs, il marque hier, c'est quand même un excellent entrant. Il est bien au club. Ramos, si c'est un jeune papa, je pense aussi qu'il n'avait pas forcément envie de bouger avec un nouveau-né comme ça, parce que c'est jamais facile. Donc tout simplement, ça s'est fait comme ça, quoi, c'est tout. Mais c'est vrai qu'en titulaire, bon, on en reparlera après de la performance de Ramos. Mais je suis pas du. Enfin, je le sentais gros comme une maison que le Maïlou il allait nous le mettre parce que Ramos, au bout d'un moment, il produit pas assez en tant que. Enfin, Luis Enrique est un entraîneur d'une exigence très importante. Même très, très, très importante. On le voit depuis 2 ans, c'est comme ça qu'on avance. Il peut pas se contenter des matchs que fait Gonzalo Ramos en ce moment, quoi. Je souhaite à Gonzalo Ramos de redevenir l'excellent joueur qu'il a pu être à Benfica ou le très bon buteur qu'il a pu être sur certaines séquences, mais en ce moment, c'est pas sa meilleure période. Et voilà. Dans ce cas-là, bah, tu fais autrement et bah, il a retrouvé son rôle de super joker où il est excellent, parce que ça, on pourra pas lui enlever. Et pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Après, à moyen terme, c'est une autre affaire, mais voilà. Oui, oui, Théo, je t'en prie. Et puis, je pense qu'il faut pas le voir non plus que dans le sens Ramos n'est pas bon, Ouais. la titularisation de Mayolo. Je pense qu'il y a aussi une grande importance de la dimension projet d'équipe là-dedans, à la fois du côté de la concurrence. Ramos n'assure pas quand il est titulaire, même si il aurait sans doute pu prétendre à une dernière chance en Ligue des Champions. Et en tout cas, il était sur la pente descendante. Et ensuite, sur le volet développement des jeunes et intégration des jeunes. Et là, la titularisation de Mayulu hier dans un match de Ligue des Champions, c'est aussi une manière de le responsabiliser par rapport à toutes ses prestations passées qui sont plutôt bonnes et de mieux en mieux, et son intégration dans l'équipe qui se déroule très bien. Et ça lui permet à la fois de prendre de l'expérience, que ça se passe bien ou non, et de grandir dans la hiérarchie des attaquants de l'équipe, justement. Ouais, et puis on me dit cela, il a l'importance de l'adversaire aussi, qui est beaucoup dans le pressing, dans le 1 contre 1. Évidemment que Mayulu est plus adapté à ça. Je suis pas pour compléter par rapport à l'actualité du prochain jour, je suis pas certain que Ramos sera pas titulaire à Marseille, même je pense qu'il sera titulaire à Marseille dimanche soir dans un autre style, quoi. Donc chaque match a sa vérité, et puis faut pas oublier quelque chose quand même, que Mayulu c'était le dernier buteur du PSG en Ligue des Champions quand même. Le 5e but en finale de Ligue des Champions contre l'Inter, c'est Mayulu, il l'a pas volé sa place comme on dit sur live. Non, non, il l'a pas du tout volé. Il avait encore fait un bon intérim, pardon, à la Coupe du Monde des clubs devant. Ouais, Mayulu, c'est un joueur que Luis Enrique aime beaucoup, donc c'est pas déconnant de le voir se voir confier des grosses responsabilités comme ça. Et puis comme on le dit, Mayulu est finita. Donc il fallait finir l'Atalanta comme on a terminé l'Inter, donc c'était comme ça, c'était Mayulu. Sur les autres points, est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez revenir, Daryl, Théo, d'un point de vue collectif? Oui, non? Alors que ma connect est en train de nous lâcher lamentablement. Bon, c'est bon, c'est revenu. D'autres points sur lesquels vous voulez revenir? Je suis désolé, c'était chez moi la micro-coupure. Bon. On m'entend en saccadé, je sais. C'est pas très grave. Pour ceux qui sont en replay, je vais parler. Moi, il y a quand même un moment qui m'a un peu
un peu gêné, on va dire. Enfin, pas un peu gêné, qui m'a un peu interpellé. C'est le moment où Luis Enrique sort donc Nuno Mendes. Ça, c'est pas étonnant que Nuno Mendes sorte. Mais où c'est Zabarni qui entre à la place de. Comment il s'appelle? Zabarni entre sur le terrain alors qu'il y a encore. Comment il s'appelle? Pacho et Marquinhos. Et donc, en fait, Zabarni rentre dans l'axe. Lucas Hernandez reste sur le banc. Pacho est décalé côté gauche. Et on se retrouve donc avec. Comment ça s'appelle? Zabarni. Pardon, de gauche à droite, excusez-moi, j'ai du mal parce que comme je gère la connect en même temps, c'est compliqué. On se retrouve donc avec Pacho, Zabarni, Marquinhos, Hakimi. Nuno étant sorti. Et. Bah. Lucas Hernandez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelque part, même pour verrouiller un score, on a l'impression que Luis Enrique préfère mettre Pacho à gauche plutôt que Lucas Hernandez. Alors peut-être aussi que c'est pour commencer à intégrer Zabarni avec Pacho, avec Marquinhos, parce que c'était ses premières minutes et tout ça. On me parle de défense à 3, mais le PSG a toujours une base à droite pour attaquer comme ça. Donc c'est pour ça que défense à 3, pas défense à 3. Pacho joue dans le rôle de Nuno Mendes de façon claire. Et moi j'avoue que ça m'interpelle un peu quand je vois Pacho être décalé plutôt que Hernandez rentrer et ne pas toucher à la charnière. Et Pacho, deuxième fois de la saison, qui joue à gauche. Il avait fait une mi-temps stratosphérique à Toulouse. Et là, encore une fois, je ne sais pas comment vous l'avez lu, Daryl, ce changement, ou est-ce que c'est juste qu'il faut donner du temps de jeu à Zabarni? Ah non, pour le coup, c'est quelque chose qu'on avait évoqué en avant-match. Quand on avait discuté du cas de Lucas Hernandez, justement, on avait évoqué ce match précédent où Pacho était rentré arrière gauche. Et moi, personnellement, je voyais, justement, surtout dans un match de Ligue des Champions, compte tenu des difficultés actuelles de Lucas Hernandez dont il n'arrive pas à se sortir, je voyais vraiment Pacho plutôt jouer à gauche, ce qui permettait justement en plus d'associer Marquinhos et Zabarni, plutôt que d'en faire vraiment juste des concurrents. Et donc moi pour le coup, je vois vraiment ça comme un déclassement entre guillemets de Lucas Hernandez. Ouais. En tout cas, j'ai de gros doutes sur le fait qu'il dispute des minutes d'importance cette saison en Ligue des Champions. Ouais. Je suis d'accord. Après, si c'est sûr que peut-être en fait, je trouve que c'est intéressant dans le sens où ça veut dire que Luis Enrique ne s'interdit pas d'aligner une défense Pacho, Zabarni, Marquinhos où tu gagnes des duels dans les airs quand même quoi. Enfin, t'as de la taille d'un coup. C'est quand même un truc, c'est intéressant parce que face à certains adversaires, oui. Ouais. Des clubs anglais, par exemple, oui, ça peut être pas mal. Voilà, dans des fins de match où ça balance devant. Bah là, il y avait de la taille justement en face. Ouais, là en face, il y a de la taille. Ouais. La fin de match, ils ont Kurstovic qui est grand. La plus grande, même le 11 de départ, il y a un seul joueur de moins de 1m85. C'est De Roon, non, le moins qui fait pas 1m85? C'est Moussa. De Roon, il fait 1m85 justement. D'accord, ok. Je le voyais plus petit que ça, tu vois. Non, mais oui, effectivement, il y avait de la taille. Je me demande s'il a pas fait ça aussi pour se prémunir d'un éventuel but un peu débile sur coup de pied arrêté. Ouais. C'est possible. Surtout que oui, effectivement. Oui, c'est fini, Théo. Je pense que par rapport à la phase de poule qu'on a connue l'année dernière, Luis Enrique ne néglige pas, et comme tu l'as mentionné, ne néglige clairement pas la différence de but. Ouais. Et dans un match où tu as la maîtrise que tu as eu hier, l'entrée de Lucas Hernandez me semble être potentiellement un tournant, malheureusement, et donc perdre une forme de domination parce que tu as un joueur qui défensivement est en difficulté sur son côté et aller te prendre 1 ou 2 buts bêtes en fin de match, à mon avis, c'est quelque chose qu'il a voulu éviter, quoi. Et un truc aussi, c'est qu'il faut pas oublier que l'Atalanta fait rentrer Scalvini, qui est un excellent joueur de tête, qui est capable de marquer, qui avait marqué le week-end d'avant d'ailleurs. Est-ce que c'est pas aussi une réponse à ça? Bon.
On saura jamais, mais c'est vrai que c'était intéressant de voir que ce changement, Nuno Mendes pour Zabarni et Pacho qui finit encore décalé. Après, Pacho, il le dit lui-même, il peut jouer à gauche, enfin, son poste naturel c'est central gauche, mais il peut jouer à gauche, il peut jouer central droit, donc il n'y a pas de. Voilà quoi. On nous dit ça se voyait vu comment on courait à la 85e qu'on voulait la différence de but. C'est vrai. Et puis même le PSG a tenté d'attaquer jusqu'au bout, de marquer encore et tout, donc c'est vrai que c'était pas forcément inutile de faire ça, quoi, tout simplement. Daryl, Théo, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'analyse collective? C'est vrai, comme je disais tout à l'heure sur live, il n'y a pas non plus 1000 trucs à dire vu comment ça a été un match à sens unique. Oui, l'attaquant de Bruges, le Charles de Ketteler, il est grand, il fait un 92 ou un 93. Il est vraiment grand, le Belge. Hein. Oui, ça se voit assez clairement sur le terrain. Hein. Oui, c'est un joueur vraiment grand hein, au niveau de la taille. Ouais, non, je pense qu'il fait de Ketteler, il doit faire 1m80, 1,92 il fait. Bon, par contre, il ferait un 92 pour 74 kilos, mais pas très épais. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Un avis sur la sortie de balle avec les responsabilités demandées à Chevalier. Pour le coup, je lui ai trouvé un vrai intérêt. On sent que le ballon lui brûle pas les pieds. Le fait qu'il attende de longues secondes montre qu'il est serein. Un avis justement sur les responsabilités accordées à Chevalier et tout ça. Théo ou Daryl, vas-y Théo, t'as le micro ouvert. Ouais. Si on a joué aussi compact sur les sorties basses hier, c'est, je pense, en grande partie parce qu'on a remplacé Donnarumma par Chevalier. Hier sur les sorties basses, sur les 6 mètres, on jouait avec les 3 milieux quasiment à la ligne de la surface et les 4 défenseurs très proches de notre ligne de but. Et Chevalier qui jouait comme un peu comme porteur libre parce que c'était le seul joueur qui n'avait pas de défenseur de l'Atalanta sur le dos. Et justement, tu le mentionnais tout à l'heure, ça nous a permis de trouver un certain nombre de fois l'interligne avec les trois attaquants qui eux étaient à la médiane et venaient attaquer cet espace-là. Et c'est clairement parce que Chevalier est là et qu'il dégage cette sérénité-là, cette gestion du rythme aussi que Donnarumma avait moins, de savoir alterner entre moments plus patients, plus prudents et changement de rythme très bas ou circulation courte derrière. Et même si je pense qu'on a une grosse marge de progression encore à ce niveau sur les sorties basses, justement parce qu'on a un nouvel élément qui a été incorporé et qui nous permet de jouer différemment et sans doute plus proche de ce que la philosophie du coach veut. On a été vraiment pertinent à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai, comme dit sur live, il y a eu une relance absolument catastrophique en début de match où il s'est complètement loupé. Mais tiens, il y a quelque chose qui a beaucoup... Ouais. C'est celle où il fait la passe à Mayoulou peut-être. Il me semble que c'est la passe à Mayoulou. Il y a une perte de balle. Mais justement, je pense que ça, c'est aussi ce que j'entends par marge de progression. C'est que Mayoulou, avec Donnarumma, je pense pas que... Enfin, Donnarumma sortait très, très, très rarement ce genre de passe. Ah oui, et en fait, Mayoulou, Chevalier voit Mayoulou dans l'intervalle, il baisse la tête pour faire sa passe, et pendant qu'il a baissé la tête, Mayoulou est parti, et son défenseur est passé devant. Et c'est pour ça qu'on perd le ballon. Mais ça, c'est des choses qui vont se régler avec le temps, mais ça relève pas du technique, mais plutôt des relations entre les joueurs. Oui, ça c'est de l'expérience, c'est du vécu, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, moi, je sais pas si ça vous a choqué, et une personne dont on s'est parlé sur live, et j'en ai déjà parlé avec d'autres, l'ami Titi, notamment, qu'on salue, même si il a des soirées mieux occupées que par le podcast. C'est le temps que Chevalier a mis parfois, le temps qu'il a pris pour lui, pour dégager. Il y a eu un moment, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il fait? Au bout d'un moment, faut y aller, mon cher ami, quoi. Et je pense que c'est un truc pareil qu'on va devoir apprivoiser. Je pense que c'est quelque chose que lui demande Luis Enrique. Mais c'est vrai que par moments, ça fait un peu bizarre. T'es là, genre, mais t'attends quoi là? Au bout d'un moment, faut dégager, mon copain là. Je sais pas si ça. On me dit c'est sur live, c'est une consigne. Oui, je pense que c'est une consigne, mais c'est vrai que. Oui. Ça fait bizarre, non, Daryl? Bah moi personnellement, justement, je l'ai tout de suite interprété comme une consigne et ça m'a pas choqué outre mesure. Je me suis dit que bon, il était justement en phase d'adaptation et qu'il prenait le temps de chercher la meilleure solution puisque l'adversaire le lui donnait et que bon, au fur et à mesure, ces moments de latence allaient se raccourcir. Mais personnellement, non, ça m'a pas plus choqué que ça, quoi, dans la mesure où en plus on est une équipe qui cherche quand même beaucoup à avoir le contrôle. Donc bon si l'adversaire ne vient pas
et qu'il y a une passe lumineuse qui s'ouvre à lui, bah, autant qu'il prenne le temps de la trouver. Et voilà. Donc, non, bah, moi, pas choqué par ça. Très bien. Tu as du soutien sur la. On me dit, moi je trouve ça bien, il attend d'avoir des appels. Oui, non, c'est sûr, il attend de voir un peu ce qui se passe devant lui. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'il est par rapport à Donnarumma, et c'est pas du tout craché sur Donnarumma, mais il, il a un calme, balle au pied, une maîtrise de la distance au ballon qui est beaucoup plus importante, quoi. Je pense qu'à un moment, ça va lui coûter cher, qu'il va prendre un but parce qu'il n'aura pas fait gaffe ou parce qu'il a beaucoup de confiance dans ce qu'il fait. Mais Ah oui, ça c'est sûr et certain. voilà. Mais je trouve qu'il y a un côté aussi. Après, Donnarumma aussi, il a pris des buts parce qu'il faisait n'importe quoi avec le ballon. Faut pas voilà. Il a pris des buts sur ses points faibles et il en prendra. Et oui, les gardiens, ils sont toujours pointés du doigt puisque c'est un poste très ingrat. Mais on voit quand même déjà un peu pourquoi le PSG est allé le chercher. Même on voit déjà beaucoup pourquoi le PSG est allé le chercher et pourquoi il plaît autant à Luis Enrique, quoi. Donc, il va avoir des gros tests qui arrivent. C'est bien, on va en savoir plus un peu sur son niveau. Oui, c'est un joueur de foot, effectivement. Après, Gianluigi Donnarumma restera le gardien de la première, le gardien qui fait de nous le podcast des champions d'Europe. Donc, respect éternel et merci à Gigio. On dit, attendez, je lis ce commentaire sur live. Gigio aussi au début attendait longtemps comme ça, mais c'était pour faire croire qu'il était à l'aise, alors que pas du tout. C'est pas faux non plus. Puis il y a un jour, ça s'est mal passé à Madrid, mais c'est de l'histoire ancienne, tout ça, ça n'existe plus. Sur l'aspect collectif, est-ce qu'il y a un dernier point sur lequel vous voulez revenir ou on avance Oui, Daryl. Ouais, il y a un point sur lequel je pense qu'il faut revenir, c'est les pénaltys. Ah oui. Euh, Parce Ah, que bon, là sur le match, ça concerne un joueur, mais le souci c'est que là, on est quand même sur une série assez noire et assez miraculeusement d'ailleurs, pour l'instant, ça nous a pas du tout porté préjudice. À chaque fois qu'on a raté des pénaltys, on a quand même remporté le match derrière, ou en tout cas la séance de tir au but. Mais mais il va falloir quand même retrouver du sérieux et de la réussite dans cet exercice parce qu'il y a un jour où peut-être qu'on ratera un penalty dans un match beaucoup plus serré et où on sera beaucoup plus en difficulté et où ce péno aura un rôle bien plus déterminant à jouer. Donc voilà, là, ce péno de Barcola, vraiment, ah ouais. il était assez incompréhensible. Euh, il a eu la chance, l'opportunité de tirer, ce qui se représentera pas forcément très souvent pour lui. Probablement plus jamais là, en tout cas un penalty dans le jeu comme ça. Et c'est dommage qu'il ait pas su en profiter, surtout que ça fait un petit moment pour lui qu'il n'y a pas eu de but en Ligue des Champions. Et là, c'était l'opportunité rêvée, quoi. On me dit que les 4 pénaltys ratés l'ont été au Parc des Princes. C'est possible. Ouais. Il y a Vitinha, Ramos, Ouais, Dembélé. et Barco. Ouais, c'est ça, c'est au Parc. Ouais, c'est tout ça par quoi. Ouais. Et plus Vitinha à Udine aussi au début de la séance de tir au but contre, Ouais. contre Tottenham. C'était à Udine. Mais c'est vrai que c'est pas très bon pour la confiance. Mais on va faire tirer qui? On me propose Nuno Mendes sur live. Peut-être que le Ah prochain, ça bah, sera pour lui. Ouais. il a même été cité par Luis Enrique, hein. Alors ça, Ah bon? c'est un point que j'ai noté. Ah oui, oui, oui. Ah, j'ai En pas fait gaffe. conférence de presse, il a dit donc quand il a été interrogé sur le fait que Barcola ait tiré ce penalty, il a dit que bon là voilà c'était sa décision qu'ils ont choisi là avec son staff Ah oui, de c'est vrai. donner cette possibilité à Barcola, mais que voilà d'ordinaire il y avait d'autres tireurs comme alors j'ai plus exactement la liste en tête, mais Je crois qu'il dit Gonzalo. Il me celui que j'ai semble, noté, ouais ouais, il me semble il qu'il dit dit Gonzalo, oui oui. Vitinha, Dembélé, Gonzalo et peut-être Nuno, ouais, Ouais, effectivement. il finit par Nuno. Ça, justement, je l'ai retenu parce que bah, ça m'a surpris. Mais oui, oui, il a clairement mis dans la liste des tireurs potentiels. Et bon, bah, on a vu la grande réussite et la grande qualité de Nuno dans cet exercice. On me dit non, il finit par Barcola. Je sais pas. Non, il me semble que, bah, en tout cas, Bradley là, oui, c'est fini. Oui. Non.
Je confirme que voilà. Mais c'est vrai que Dembélé a marqué les 2 à Toulouse. Dembélé globalement avait été très bon avant le raté contre Angers. Tiens, est-ce que Gvara tire les pénaltys en sélection? Je pense que c'est Miko Tadze qui les tire en sélection. À confirmer, mais À l'Euro, c'était Mikotadze. Ouais. ouais, c'est ça. Miko Tadze est très bon tireur. Belle technique de frappe, ça m'étonne pas qu'il les tire. Doué n'est pas mauvais non plus, non. Mais pour l'instant, Désiré Doué est à l'infirmerie. Et j'avoue que si on a un penalty dimanche, je pense que c'est Vitinha qui va y aller, quoi. Aujourd'hui, le patron de l'équipe, c'est Vitinha, c'est à lui d'y aller, hein. Ou Marquinhos, quoique non, Marquinhos, avec le Brésil, j'ai des mauvais souvenirs qui reviennent. Mais en tout cas, Ah non, ouais, non, pas Marquinhos. Non, non, je l'ai peu vu en tirer. Et le seul dont je me souviens, c'est de faire rater. ça avait pleuré à la fin. Mais bon, Ouais. c'était il y a longtemps, c'était la Coupe du Monde. C'est vrai que là, il y a un peu d'isette et c'est pas un sujet facile. Marquinhos, Hakimi, pareil, non, c'est pas possible. Surtout Ashraf, c'est bon, je l'ai vu tirer avec le Maroc. Éloigne-toi de là, s'il te plaît, Ashraf. Contente-toi d'être l'excellent latéral que tu es. Tu n'as pas besoin des pénaltys. On propose le soyeux Fabian. Je sais pas si Fabian a déjà tiré un seul penalty. Franchement, ça me dit rien du tout. Et il est pas toujours sur le terrain non plus. Et je sais pas si Fabian et ses frappes de balle, parfois un peu asthmatiques, soient la bonne solution sur penalty. Vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Fabian. Mais il y a parfois des petites quintes de tout au moment d'envoyer la puissance, hein. Donc on va peut-être le laisser à d'autres. Voilà. On nous dit c'est vrai que si Gonzalo est titulaire, ouais. Ou Lee. Lee avait une belle technique de frappe, pourquoi pas. Donc on propose Chevalier. Oui, voilà. Et oui, non, Fabian avait raté à l'Euro avec Lucien Riquier, c'est vrai, je me rappelle de ça. On nous dit on vient de critiquer la frappe de Barcola, c'est pas pour envoyer Fabian. Effectivement, il y a une certaine logique. Face au Maroc. Non, ça peut pas être face au Maroc puisque il n'est pas à la Coupe du Monde, Fabian, justement. Donc ça peut pas être. Mais je pense que Fabian rate face à la Croatie en quart de finale à l'Euro 2020 qui se joue en 2021 ou quelque chose du genre. Est-ce que ça arrive aux autres des équipes nulles sur penalty? Ah bah ouais. Ah ouais. Il y a des spécialistes du psychodrame du penalty, le Borussia Dortmund. Bah encore cette semaine entre Guirassy et Ben Sebaini. Ah il y en a d'autres, vous inquiétez pas, hein. Il y a un moment, je crois que c'était City ou MU qui cherchait un tireur de penalty qui arrêtait pas de rater. En Angleterre ou Arsenal. City, il y a eu une phase où ouais, il ratait pas mal de pénaux. Ouais, c'est ça, ouais. Et Je sais plus il y a combien de temps, ouais, je dirais il y a 2, 3, 4 ans. Enfin, ouais. Il y a une phase assez récente, ouais, où au niveau des pénaux, c'était pas fameux chez eux. Ouais, non, c'est ça, ouais. Mais ça arrive comme ça. Il y a régulièrement chez les équipes des trous comme ça, générationnels. En termes de tireurs de penalty, bah voilà, on sait pas. Solaire rate à la Coupe du Monde. Je crois que Sarabia, il fait poteau aussi à la Coupe du Monde. Voilà, on me dit c'est Solaire, Sarabia et Busquets, c'est ça. Le Barça à la fin de l'époque Messi, ouais, Agüero qui ratait tout. Non, mais oui, il y a tout le temps comme c'est un exercice. Quand t'as un bon tireur, tu le gardes. Nous, en ce moment, on cherche un peu le tireur, quoi. Donc voilà. Même le Real l'an dernier entre Mbappé, Vinicius et Bellingham, ils ont enchaîné les trucs jusqu'au moment où le plus politique des trois les a récupérés. Donc voilà. On passe. Est-ce que Théo ou Daryl voulez rajouter quelque chose sur l'analyse collective? Oui, non. Hop, les micros ne s'ouvrent pas, ça veut dire on avance. Parce qu'on a fait plus que prévu sur l'analyse collective. Sur les performances individuelles, bon, Lucas Chevalier, il n'y a rien à dire sur son match, on en a parlé sur la partie jeu au pied. En défense, est-ce que vous voulez parler de Pacho, de Marquinhos, Oui, on va parler de Marquinhos. Il faut qu'on parle de Marquinhos parce que ce jeune est libéré d'un poids. Vraiment, c'est incroyable. Comme si toutes les galères n'existaient plus. Vraiment, le but qu'il met, il est superbe. Enfin, la construction, il est incroyable. Mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression de voir un joueur épanoui, libéré, vraiment au top. Je sais pas si on l'a déjà vu aussi heureux et bien à Paris, honnêtement. Donc vraiment, ça fait plaisir de voir ce personnage très important du football parisien être aussi bien actuellement dans sa peau, tout ça. Donc vraiment, sans même parler vraiment de l'aspect défensif ou autre, parce qu'il fait plutôt un bon match, mais en face c'était très faible. Il s'en sort bien pour pas prendre un carton à un moment aussi. Mais juste le voir comme ça, aussi heureux, ça fait juste plaisir pour lui, tout simplement. Daryl ou Théo, je vous laisse parler de foot un peu plus, mais en tout cas, j'apprécie de voir Marquinhos comme ça heureux. Oui, Daryl? Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Là, il a l'air
véritablement libéré d'un poids. Il joue très librement, même voilà dans les passes qu'il tente. Il y a cette passe par exemple pour Nuno en tout début de match. Balle au pied, je trouve que je le trouve plus entreprenant. Il joue vraiment avec une vraie confiance. Il est il est peu pris à défaut, voire jamais défensivement. Il ose même sans problème aller chasser les adversaires très très loin sans avoir voilà, cette espèce de peur de se faire prendre à revers et avec ces fameux reculs freins qui nous ont causé de tort par le passé. Donc là, ouais, moi, je suis très content de voir Marquinhos dans cet état et oui, s'il y a des joueurs qui sont peut-être transformé par cette victoire en Ligue des Champions, lui, c'est peut-être vraiment le premier, quoi. Son statut a changé et aussi, bah voilà, dans la tête, il est totalement libéré, quoi. Ouais. Il a tout accompli en fait dans le club désormais et à présent, on voit un joueur qui kiffe simplement, quoi. On me dit sur le live, il va chanter la Reine des Neiges, libéré, délivré. Pourquoi pas? Avec 3 enfants, je pense qu'il la connaît en tout cas. On nous dit, il marque pas assez de la tête sur corner. Oh, il était pas si loin là. Il revient et tout. Mais c'est vrai que il vit sa meilleure vie en tout cas. C'est très bien pour lui. On va avancer un peu. Allez, en défense, bon, le match de Pacho, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il a mangé son adversaire direct et tout ça. Mais il faut quand même qu'on parle de Monsieur Nuno Mendes. Parce que ce jeune évolue à un niveau, mais oh là 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 là, ce qu'il a mis à Bellanova, à De Roon, à De Ketteler, non, il est. On met sur live le phénomène. Non, vraiment. Théo, je sais pas ce que tu en penses, mais à cet instant, je mets vraiment Nuno Mendes dans une catégorie très à part au niveau des arrières gauche. Et c'est pas la catégorie des nullards, hein. Oui, Théo, excuse-moi. Non, oui, il a très très peu d'égal et hier, en fait, je pense qu'on est, on avance et je sais pas si c'est terminé, mais on avance petit à petit vers. On parle souvent d'Hakimi comme le latéral ultime. Côté droit, grandement dit, mais je pense que Nuno Mendes en approche beaucoup plus. Évidemment, l'année dernière, on l'a beaucoup moins vu dans ce rôle de projection et on l'avait ciblé comme un enjeu du PSG cette saison, de davantage utiliser sa vitesse offensivement, notamment les matchs contre à la Coupe du Monde des clubs, où il s'investissait davantage vers l'avant avec plus régulièrement Fabian et Vitinha qui décrochaient. Et hier, il s'est totalement illustré dans ce registre-là. Et on voit aussi que dans les relations, ça commence à se développer de manière très concrète. Je pense à une situation où Fabian décroche et lui fait discrètement signe de la main de partir dans son dos. Et juste après, il le lance et il part comme une fusée, comme il sait faire. Et moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est le pendant. Alors même si il a encore des lacunes et des axes de progression qui, je pense, sont des axes de progression qui peuvent se corriger jusqu'à 35 ans, parce que c'est surtout des affaires d'orientation défensive et de position par rapport à son joueur, etc. Mais défensivement, il est aussi exceptionnel. Et il y a une situation hier où d'entrée dans le match, justement, Marquinhos est un peu en difficulté sur la couverture. Il n'a pas la vitesse. Je sais plus c'est qui le joueur de l'Atalanta qui part en profondeur. Il n'a pas la vitesse pour poursuivre son joueur. Et Nuno débarque du côté gauche pour mettre le pied sur le ballon et le récupérer ou le mettre en touche, je sais plus. Mais non, match ultime hier dans tous les compartiments du jeu et sacré latéral gauche. Ah bah ouais, non, mais en fait, c'est marrant, c'est que la veille, je regardais Carreras sur Real OM en me disant, ouais, je suis pas. Le recrutement du Real me fait pas rêver, mais par contre, Carreras, qu'est-ce qui colle bien à cette équipe et qu'est-ce qu'il est bon.
Le lendemain, je vois Nuno qui nous fait ce match, je fais ah bah je préfère quand même le nôtre. Ah notre petit Nuno, c'est puis enfin voilà, c'est comme Verratti, c'est comme Neves, c'est ces joueurs qu'on a vu arriver, même s'ils sont pas formés chez nous, on les a vu arriver tout jeunes. Et c'est un Parisien maintenant Nuno, c'est comme Verratti, il est autant italien que parisien et c'est un peu nos petits enfants. Il y a une affection pour ces joueurs-là qu'on a vu grandir, qu'on a vu évoluer. Il y a des moments où on les a vus être mauvais. Oh, j'ai revu il y a pas longtemps des extraits de Bayern PSG de novembre où il est catastrophique. Et les rumeurs avec United l'hiver dernier, tout ça, tu fais mais non, il peut pas partir. Mais en tout cas, ouais, grand plaisir de voir Nuno comme ça. Et il y a des instants de grâce quand il s'arrête légèrement, qu'il commence à bouger un peu son corps, qu'il le désarticule et qu'il accélère. Et là, le moment où Nuno Mendes accélère, c'est déjà athlétiquement, c'est impressionnant. Mais c'est incroyable comme il joue à ce moment-là sur un autre rythme que tout le monde en fait. Il a un coup de rein, une violence dans son coup de rein qui est extraordinaire. Et vraiment, bah après une fois qu'il pousse le ballon là, tu le revois plus, hein. Et je pense que même des joueurs comme des latéraux très rapides comme Alphonso Davies par exemple du Bayern qui est vraiment une flèche, je pense que même lui sur les 4 premiers pas de Nuno Mendes il le rattrape pas quoi. Vraiment c'est incroyable ce qu'il démontre athlétiquement sur les 3-4 premiers pas. Après le football c'est pas juste courir vite, hein, je le sais bien. Mais la façon dont il exprime son talent offensif par ses capacités physiques, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Vraiment. Comment ça, Yamal sera pas là dans 2 semaines? Mais si, il sera là. Attendez, il a 2 semaines pour se remettre. Il parle déjà, il a dit qu'il serait pas là le week-end, mais là, il faut qu'il soit là. Il faut, bah non, on veut la guerre des étoiles, nous. Non, mais bah, en plus, il n'y a pas non plus une conséquence immense, donc il faut qu'il y ait ce duel. Donc non, non. On veut voir Nuno Mendes contre Lamine Yamal. La dernière fois, ça avait été, enfin, avec le PSG, ça avait été plutôt à l'avantage de Lamine. Avec le, et comment dirais-je, avec le Portugal, ça avait été une mise à mort. Puis, oui, puis Belgique, Yamal. Oh, putain, le PSG, il va jouer, je pense, hein. Mais bon, on verra. C'est pas la question. Juste hier, vraiment, le match de Nuno, le but qu'il met. Mais là, il y a une accélération en milieu de première période où il met 2 rounds, mais il lui met 5 mètres en 5 mètres, quoi. C'est incroyable ce qu'il développe sur comment dirais-je, une surface de course très bah, ouais, quoi, 10 mètres, 20 mètres à peine. Non, vraiment, c'est top, quoi. Donc, merci à Nuno de nous faire des matchs émouvants comme ça. Oui, Daryl? Ouais, mais au-delà même de sa vitesse, je trouve que dans les changements de rythme, il est tout aussi impressionnant, hein. Mm. Parce que sa capacité après à s'arrêter, à mettre les adversaires dans le vent, puis repartir, c'est terrible, hein. Sur son but. Là, le crochet qu'il met, alors qu'il est lancé à pleine vitesse, waouh, waouh, waouh. Mm. Non, là, il est sur des bases de latéral potentiellement inarrêtables, hein. Vous l'avez dit, il a peu d'égal. Pour moi, il en a même absolument aucun. Il est seul sur sa planète en ce moment à son poste. Et c'est vraiment un bonheur de le voir évoluer à ce niveau-là. Quand on se souvient des prestations très moyennes qu'il a pu livrer en première partie de saison l'an dernier ou à la période de janvier. Mm. On nous dit, mine de rien, il plante en Ligue des Champions. Ça fait l'année dernière, il en a mis 4. Oui. Et là, ça fait donc déjà 5. C'était 4 en Ligue des Champions? Ouais, il en a mis 4, hein. Bah, il en met. Ben, il en met 2 contre Villa, ouais, c'est vrai. Ouais. Il en met 2 contre Aston Villa. Il en met un très important à Salzbourg. Alors, si ça dépend, on lui en compte 4. Gérone, ça compte pas, du coup, c'est un contre son camp. Voilà, c'est compté contre son camp. Et il en met un contre Brest, donc il en met 4,5 même, tu vois. J'avais oublié celui contre Brest, c'est celui-là qui me manquait. Parce que justement, c'est un but où c'est passe de Hakimi, but de Nuno Mendes qui revient. Ouais. Bon, après, il met 4 buts en 17 matchs. Je crois qu'il les a tous joués, les matchs, Nuno. C'est bien, mais c'est vrai que vu qu'on lui a laissé beaucoup de liberté, c'est surtout contre Villa où il met 2 buts. Et là encore, hier, il attaque la profondeur en début de match quand le gardien fait un arrêt de malade. Mais il est avant-centre. Il est avant-centre, littéralement, quoi. Non, vraiment, c'est un joueur de fou, quoi. C'est ce genre de joueur où il est arrière gauche, mais tu te dis que je suis sûr qu'il pourrait faire un super relayeur, il pourrait faire un super milieu de terrain. C'est vraiment un très beau joueur de football, vraiment. Hein, on me dit sur live à un moment il était 10, mais quand il attaque la ligne défensive, il est vraiment au top, hein. Super. En fait,
Oui, vas-y, excuse-moi. Offensivement, alors on le voit pas à droite, donc on peut pas savoir à ce niveau-là, mais dans son secteur dans sa zone d'activité actuelle, il y a aucune position dans laquelle il semble être moins bonne que dans l'autre, je trouve. Non, c'est sûr. Que ça soit sur ses réceptions au cœur du jeu, sur l'aile, en profondeur, entre les lignes, à la base, ou même s'il a peut-être parfois tendance à forcer certaines passes, c'est sans doute un des 4 meilleurs relanceurs de l'effectif sur les 3 derrière, sur la ligne de 3 offensivement, je veux dire. Non, il est très complet à ce niveau-là aussi, quoi. Ouais. Non, mais on me dit une carrière à la Gareth Bale. Alors, nous, ça nous arrangerait pas parce que quand t'as un bon arrière gauche, t'espères le garder et on a déjà de quoi faire devant. Mais moi, je lui souhaite surtout une carrière où il peut jouer parce que faut pas oublier qu'il a passé pratiquement un an à l'infirmerie alors qu'il en a que 23. Et je lui souhaite surtout de jouer, jouer, jouer. C'est un tel bonheur de le voir jouer quand il est à ce niveau-là que bah, joue, Nuno, joue. Amuse-toi, joue et tout se passera bien, quoi. Vraiment, c'est top. C'est notre Alaba des années 2020 et sur les mêmes bases et vraiment, j'espère qu'il va pouvoir, qu'il n'aura pas trop de problèmes de blessure parce qu'on sait que il y a quand même, il tire très fort sur les muscles quand même et on sait que ces joueurs-là en général c'est dur, quoi. On dit contrairement aux idées de Campos, aux idées reçues, c'est pas une recrue de Campos mais de Leonardo. Si vous voulez tout savoir, Nuno Mendes il se retrouve au PSG grâce à une personne qui s'appelle Antero Henrique. La personne qui a réussi à l'envoyer à Paris, plus que Leonardo encore, c'est Antero Henrique. J'ai appris ça il y a pas longtemps et moi aussi, mais en fait ça fait du sens parce que je suis pas si Leonardo il pouvait pas suivre le Sporting à ce moment-là. Donc le très grand Apero Henrique a réussi peut-être son dernier coup, son plus grand coup, alors qu'il n'était plus vraiment en poste. Mais voilà. Bon, on a fait le tour sur Nuno. Petit mot rapide sur Hakimi. C'est bien de retrouver le vrai Hakimi quand même. Alors c'était que un match, hein, mais par rapport à ce qu'il nous a sorti en Ligue des Champions, en Ligue 1 pardon, ces derniers temps, c'est quand même un autre joueur. Et c'est dommage qu'il marque pas ce but sur la talonnade de Ruiz. Vraiment, c'était c'était une action qui méritait, c'eût été une action historique, je pense. Là, tous les Madrilènes qui nous font chier avec les compiles des talonnades de Gucci depuis 20 ans, celle-là était déjà plus belle. Mais c'est un autre débat. Je les laisse faire croire que Guti était un grand joueur. On passe au milieu de terrain. Est-ce que Vitinha mérite vos éloges? Théo, Daryl, vous voulez rajouter? Est-ce que vous voulez parler de l'incroyable Vitinha? Lui, c'est comme d'habitude. Hein, lui, il est dans des standards archi élevés à chaque match. Là, c'est la valeur sûre de l'équipe, quoi. C'est le maestro qui gère le tempo comme bon lui semble, qui est jamais en dessous d'un certain niveau et ce niveau est vraiment très élevé. Donc là, il y a rien à dire. C'est même en fait limite un peu inquiétant à quel point on est devenu dépendant de lui, quoi, parce que il joue toutes les minutes de tous les matchs Ouais, ou quasiment. ouais. Et et bon, à un moment donné, il va quand même falloir, ne serait-ce que pour lui permettre de se reposer, trouver des alternatives qui permettent quand même à l'équipe de conserver ce niveau, parce que là, on va plus savoir comment jouer sans Vitinha à force. On va trouver. Mais c'est vrai il est juste sorti, il est sorti à la mi-temps à Toulouse quand même. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, Mais c'est vraiment la seule exception, quoi. Là, on sent que c'est le joueur, le joueur vital, le relais principal de Luis Enrique, celui qui porte vraiment sur ses épaules le projet de jeu, quoi. on nous dit, tiens, question intéressante sur le discours comme quoi il récupère plus vite que les autres, donc c'est ce que Luis Campos a déclaré sur RMC lundi. Est-ce que vous y croyez? Daryl, Théo? Bah, j'ai pas spécialement de raison de pas y croire. Ouais, ouais. En fait, c'est pas. Il y a des joueurs comme ça, hein. Ouais, et puis surtout, plus que ne pas y croire, t'es obligé de le constater en fait, quoi. Le mec est jamais Oui, en blessé, plus. il joue tout le temps. Au bout d'un moment, oui, oui, Puis c'est pas comme s'il avait un jeu peu énergivore, quoi. Donc, Non, non, ouais, en fait, c'est plus ça, quoi. C'est qu'il bah, t'es bien obligé de constater qu'il est jamais blessé, à part quand il prend des coups à la cheville, mais par exemple, c'est un coup, c'est pas lui qui était.
Voilà. Non, oui, moi j'y crois, oui, évidemment, parce que bah, tu es obligé de constater qu'il est tout le temps là et qu'il est souvent très bon, qu'il s'économise jamais. Donc oui, je pense qu'effectivement, il récupère plus vite que d'autres, oui. Mais bon. Théo, tu veux rajouter quelque chose sur Vitinha? On me dit pareil que Achraf. Oui, c'est ça. Il y a des. Je pense qu'après le PSG a construit un groupe depuis des années à coup de retouches, de tout ça, qui est athlétiquement très très Élite. ouais très très fort en fait. Euh, Ouais. C'est peut-être la phase, enfin, la partie, la facette de notre équipe la plus sous-estimée. Non, non, même quand on va chercher Fabian Ruiz, à l'époque, c'est le milieu de terrain qui court le plus en Serie A, par exemple. Alors, c'est vrai que la Serie A, c'est pas, c'est pas le championnat le plus athlétique de la planète, mais quand même, on a que des joueurs avec des gros moteurs. Désiré Doué, gros moteur. Barcola, pareil, il y a quand même du coffre. Nuno Hakimi, bah, on sait. Même Lee, je pense qu'il a quand même du coffre, hein. Warren, on sait que c'est un monstre à ce niveau-là. On me dit c'est une des normes de recrutement. Ouais, je pense que c'est effectivement un critère, hein. Joao, pareil, c'est un joueur qui a du coffre. Donc effectivement, le PSG bénéficie des critères de recrutement qu'il a pu mettre. Et je suis pas. Surtout en plus quand on fait le choix de construire un groupe réduit, c'est un peu une caractéristique obligatoire si Ouais, on espère tenir toute la saison en disputant 3 ou 4 compétitions. oui, c'est sûr, c'est sûr. T'es obligé d'avoir des joueurs qui enquillent du kilomètre et qui sont pas trop blessés, quoi. On avance puisqu'on a fait le tour sur l'incroyable Vitinha. Est-ce que on évoque Joao ou pas, enfin, comme vous voulez, ou est-ce qu'on parle de Fabian Ruiz? Qui veut parler de quoi? Théo, vu que on ne t'a pas sollicité. Est-ce que tu préfères parler de Fabian? Est-ce que tu préfères parler de Joao? Est-ce que tu préfères parler de Lee? Tu choisis ton milieu, mon grand. Non, mais Tu peux dire en aucun, fait, hein. oui, mais en fait, Fabian et Jean Neves ont aussi été tellement bons et en fait, on approche tellement un match parfait que c'est difficile de trouver des choses à dire ou à redire qui n'ont pas été dites Y a pas de sur les deux souci. joueurs. Peut-être juste sur Jean Neves. Ouais. Je sais pas si c'est. Alors, je sais pas si potentiellement sa blessure. Enfin, il avait déjà des douleurs avant le match ou si c'est la physionomie du match qui a fait ça. Mais vous n'avez pas trouvé que il jouait beaucoup moins les duels que d'habitude. Alors aussi, il y a des joueurs plus athlétiques et plus grands en face que d'habitude, mais je l'ai trouvé moins entreprenant défensivement. Alors, ce que tu dis, c'est pas bête, parce que contre Lens, il était déjà remplaçant et il joue 20 minutes. Et je pense qu'il rentre d'ailleurs contre Lens au moment où Beraldo se blesse. Enfin, il rentre en tour. Je suis pas sûr que c'était Ouais. prévu qu'il rentre en fait. Et je me demande s'il n'est pas sorti un peu blessé de la trêve internationale avec le Portugal lui aussi. Après hier, j'avoue que j'ai pas trop compris comment il avait pu se blesser. J'ai l'impression qu'il se fait mal tout seul, mais il a pas trop mal. Enfin, alors que Théo, t'es en train de te battre avec je ne sais pas quoi. Ah Mais pardon, c'est mon micro. j'avoue que oui, sa blessure est un peu bizarre et un peu plus de temps de récupération que les autres. Ouais, non, bon. Mais je sais pas, Daryl, ce que t'en penses effectivement sur la thèse de Théo, comme quoi il était peut-être un peu moins engagé que d'habitude. Moi, ça m'a pas choqué aux yeux, j'avoue. Ouais, c'est possible. Moi, ça m'a pas sauté aux yeux non plus, mais c'est probable. Effectivement, faudrait que je revisionne le match, mais c'est une possibilité. Et je crois que dans les duels, bon après c'est pareil, il faut toujours faire attention à ces stats parce qu'on n'a pas forcément la définition. Mais sur ce que j'ai pu trouver, il est à 2-3 duels joués alors que ses standards habituels c'est plutôt dans les 10-11 duels joués, quoi. Ah oui, 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 2-3, c'est vraiment faible pour lui. Ouais. Après, c'est vrai que comme on le dit sur live très justement, excusez-moi, je suis en train de voir. Luis Enrique a dit que c'était inattendu. Effectivement, il a même cherché ses mots en français pour trouver inattendu. Donc peut-être qu'il s'imaginait le laisser continuer tout le match. Je sais pas. Possiblement. Est-ce que c'est pas lié, comme tu dis Théo, vu que les chiffres des duels c'est toujours un peu nébuleux. Est-ce que c'est pas lié à la comment ça s'appelle? À l'archi-domination du PSG aussi, tu vois? Parce qu'il a même pas besoin de jouer des duels en fait hier. On me dit sur la blessure, il contre un tir et sa cuisse est en extension. Ouais, en fait, moi au début, je pensais qu'il s'était tordu la cheville justement en contrant le tir. Et en fait, bah, pas du tout. Mais un peu bizarre. Vous avez autre chose à rajouter sur l'ami Joao? Un petit mot sur. Bah, je vais parler de Fabian parce que il a fait des trucs dans le premier quart d'heure de jeu.
Au bout d'une demi-heure, il est un peu comme les autres. Enfin, les 15-20 premières minutes, il fait des choses, mais d'un joueur en confiance. La talonnade, elle est extraordinaire, mais la passe D, elle est bien aussi, mais il y a des moments d'intelligence de jeu, de communication avec les autres, de déplacement entre lui et Vitinha au milieu du terrain. Les footballeurs sont pas tous très intelligents, on va pas faire semblant. Mais lui sur le terrain, il comprend vraiment tellement bien ce qui se passe. Ah, il est incroyable. Il y a des moments, j'ai revu des bouts de match juste pour regarder Fabian se déplacer par rapport au ballon à la relance. Notamment, vous voyez les zones, les moments où le ballon, on a le gardien, nos 4 défenseurs qui sont pratiquement alignés, ou 3 sur 4 qui sont alignés, qui sont dans les 18 mètres. Et à ce moment-là, vous regardez Fabian et Vitinha se déplacer, et vous comprenez assez bien pourquoi le milieu de terrain du PSG est si dur à jouer, quoi. Parce que ils observent, ils se déplacent, ils attaquent les espaces et tout. Ah non, il est vraiment le joueur en confiance et qui fait très 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 bien ce qu'il doit faire, ce qu'il a à faire et tout, parce que il a un énorme bandage à la cuisse, hein. Je pense que il s'est vraiment fait mal à Toulouse, mais un régal d'intelligence. Techniquement, il a eu des très bonnes périodes, d'autres un petit peu moins bonnes, mais vraiment quel joueur. Grande des Jougadors. Fabian Ruiz, je te défendrai jusqu'au bout, mon grand. Tu me fais rêver par ton intelligence. On me dit, est-ce que t'es Team Miku qui dit que Ruiz c'est le cerveau de l'équipe? Non, 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 pas du tout. Le cerveau de l'équipe c'est Vitinha. J'adore Fabian, mais le cerveau de l'équipe c'est évident, c'est Vitinha. Tout passe par Vitinha. Mais en revanche, je pense qu'il n'y a pas 3 joueurs qui complètent mieux Vitinha que Fabian. Même je pense que c'est le mec qui complète le mieux Vitinha sur le terrain, Fabian. Parce que c'est Neves, on voit que dans certaines zones, il n'est pas encore totalement à l'aise. Fabian, il a passé la moitié de la première mi-temps à permettre à Nuno de monter. Il joue des fois, enfin, il fait des périodes où il est central gauche quand même. Et des fois, ça dure 5 minutes quand même, hein. Pas 10 secondes, hein, 5 minutes. Et des fois, il finit, il est droit. Donc, non, il est bien. Oui, Théo. Après, Fabian n'est pas loin d'être le joueur qui complète le mieux tous les autres joueurs de l'équipe. Oui, c'est pas faux. Je pense. Ouais. Il y a ça, c'est entre lui et Neves. C'est pas pour rien qu'ils sont au milieu de terrain. C'est qu'ils savent tout faire, quoi. Et la complémentarité du milieu de terrain du PSG est quand même quelque chose qui est pas si souvent abordé. Enfin, si, ça commence à être très abordé. Mais il y a c'est marrant, c'est que il y a des notions de poste qui sont à la fois très logiques et très désuètes. Par rapport au fait que Fabian, il peut jouer 6, il peut jouer 8, il peut jouer 10. Les 3 milieux peuvent jouer 6, 8 ou 10 en fait. Fabian peut se retrouver carrément ailier droit ou arrière gauche en 20 secondes. Et c'est peut-être le seul un peu comme ça, mais les deux autres sont tellement complémentaires aussi pour sortir quand tu es face à des adversaires très puissants où ils utilisent leur mobilité. Fabian, forcément, il a pas la même mobilité, il a pas les mêmes petits appuis, il fait pratiquement 1m90. Mais ouais, non, la façon dont comment dirais-je, ils s'entendent entre eux, ils se déplacent, ils se comprennent, j'ai même envie de dire, ils se sentent entre eux. C'est incroyable, quoi. Ouais, c'est vrai que la course de Fabian sur l'occasion de Hakimi où il fait 40 mètres en sprint, mais c'est des joueurs qui courent, hein, lui comme même Neves, hein. Neves, Vitinha, ça galope, hein, faut pas croire, hein. Athlétiquement, c'est du très très haut niveau. Alors c'est sûr qu'ils font pas 1m88, 85 kg façon Declan Rice avec une puissance de malade, mais c'est quand même des très 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 bons joueurs à ce niveau-là. Donc je les remercie encore parce que je pense que si le PSG domine autant ces matchs, c'est notamment parce que ces trois-là sont à un niveau extraordinaire et ils ont encore beaucoup de marge. Bon, Fabian peut-être moins parce qu'il a déjà 29 ans, 28, 29, je sais plus, j'ai un doute. 28, je crois, parce que c'est 29, c'est un 87, Fabian. Mais en tout cas, les deux autres vont encore progresser, quoi. Joao, je vous rappelle qu'il a 20 ans. On parle d'un mec qui sait déjà tout faire, il a 20 ans. Donc voilà. Est-ce que Declan Rice pourrait jouer chez nous, Daryl? Question sur le live. Ah, ça te ferait bien. J'ai mal compris ta question. Est-ce que Declan Rice pourrait jouer chez nous? Declan Rice, Oh, quand même. C'est un bête de joueur. Quand même. Ça me paraît assez clair. Ah bah oui, bien sûr. Non, mais j'allais pas dire non. Declan Rice est un super milieu de terrain. Mais c'est pas. Oui, il aurait tout à fait sa place chez nous. Mais bon, il quittera pas Arsenal. Et il joue à la place de qui?
C'est une bonne Ah bah question. non, alors ça, c'est une autre question. Ouais, là, Non, mais c'est vrai, hein, tu vois. moi, ouais, là, c'est compliqué évidemment, quand on voit ce milieu rayonner comme ça, c'est comme difficilement envisageable d'en sortir un. Mais ouais, je sais pas. C'est tellement complémentaire, en fait. Mais non, mais Ouais, il serait dans le groupe, quoi. Ouais. non, mais c'est ouf. C'est qu'on se dit, tu vois, Declan Rice, qui est quand même, si je me trompe pas, le deuxième milieu de terrain le plus cher de l'histoire, ou le troisième, après Caicedo et Pogba. Donc c'est quand même des mecs d'un certain Il est niveau. devant Pogba. Ouais, il a peut-être coûté encore plus cher parce que la Pounds Ouais, il a coûté plus vaut cher. plus que Ouais, ouais, l'euro. ouais, ouais. Mais qui est Que quand c'est même, 105 millions de pounds, hein, je crois. Hein, ouais, donc, c'est ça. Enfin, c'est un ouais. prix, ça pique. Hein. Donc, bon resto quand même. Hein. Euh, Tu te dis, ouais, on me dit, comme dit ça, je suis même pas sûr qu'on passerait un cap en sortant un de nos joueurs pour Declan Rice, qui est un joueur extraordinaire, quoi. Bon, c'est là que t'es pas trop mal globalement au PSG. Sachant que pour le prix de Declan Rice, t'as quand même cité signé Vitinha, Ruiz et Neves. Hein. Bon, peut-être que c'est un meilleur achat. Mais en tout cas, Arsenal en avait besoin et je pense qu'ils en sont très 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 contents. On passe aux joueurs offensifs puisqu'il y a quand même de quoi dire entre Mayulu, Gvara, comme il s'appelle, Barcola. Tiens Daryl, t'as le micro ouvert. De qui veux-tu parler devant? On va finir en 20-15-20 minutes. Là, on se Bah, dépêche. ouais, bah, on va faire ça dans l'ordre, du coup, Gvara. Allez, notre ami Parce que géorgien. Il on avait, avait dit il a mal à la que cuisse. bon, oui déjà, alors il y avait le côté incertain de sa participation au match, ou en tout cas de sa titularisation. Mais au-delà de ça, il a été aligné sur le côté droit, donc comme lors du match précédent face à Lens, et on avait souligné la faible, enfin en tout cas la qualité moyenne de ses prestations sur ce côté. Bon, là ça a globalement été plutôt éteint. Il a coupé court à ces doutes-là en étant auteur vraiment d'une prestation très remarquable. Lui, on sent que c'est un joueur de grand match en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est le type de joueur qui sait hausser son niveau et être présent quand l'enjeu devient plus élevé. Et après, personnellement, j'aime beaucoup les joueurs comme ça qui sont présents quand c'est plus difficile. Alors bon, là, le match n'était pas vraiment compliqué, mais voilà, en tout cas, quand le niveau s'élève et que les choses deviennent plus sérieuses, et qui sortent vraiment leurs habits de lumière. Et là, lui, c'est une prestation qui fait même douter de la nature la vraie nature de sa blessure, parce qu'en plus, je j'ai pas l'impression qu'ils se soient entraînés collectivement Non. la veille de la rencontre. Non, non, il Voilà. était à part Et la ça, veille. c'est ouais, voilà. Et donc ça, c'est hyper surprenant surtout avec Luis Enrique, puisque Mm. on se souvient l'an dernier de la gestion de Dembélé en fin de saison, et même globalement avec Luis Enrique, j'avais quand même l'impression que il y avait une certaine règle qui était que si un joueur ne disputait pas les derniers entraînements, enfin tous les entraînements précédant précédant la rencontre, il avait pas de chance d'être titulaire. Et Ouais. là, Gvara a été titulaire, il a disputé 75 minutes à peu près, euh, Ouais, c'est ça, hein, à un souvent. rythme, à un gros rythme, et où il a vraiment montré toutes ses qualités. Alors bon, on connaît son abattage, mais même là, offensivement, il n'a pas du tout semblé gêné d'évoluer sur son mauvais côté. Son but est absolument prodigieux, que ce soit de sa prise de balle à la finition, où il réussit à se recaler sur son pied droit, la puissance de la frappe qui ne laisse aucune chance à Carnesetti, et puis sa course aussi. Donc non, vraiment une prestation de très grande qualité. Et il finit homme du match. Bon, oui, c'est un des meilleurs. C'est clairement une des meilleures prestations individuelles de notre côté. Et puis elles ont toutes été de très haut niveau. Mais voilà, en l'absence de Dembélé et Doué, il a clairement pris ses responsabilités. Et voilà, c'est très appréciable. Sa présence, ça fait vraiment beaucoup de bien. Euh, Parce que s'il n'avait pas été présent, je pense que celui qui aurait été à sa place, ça aurait probablement été Lee. Et je suis pas certain que
la prestation aurait été d'aussi bonne facture. Donc voilà, très content de voir un Guevara vraiment sortir son meilleur match de la saison au meilleur des moments entre guillemets. Alors bon, il y a ce week-end et puis aussi le rendez-vous très important de 2 semaines contre Barcelone. Mais jusque-là, il était de tous les offensifs, c'était celui qui vraiment était le moins convaincant. Et là, hop, dès que la petite musique de la Ligue des Champions a retenti, on a revu le vrai grand. Donc très bien, qu'il poursuive sur cette lancée-là. Là, j'espère que il a véritablement lancé sa saison et qu'il va continuer comme ça. J'ai un peu l'impression que la trêve internationale, il a fait beaucoup de bien. Il a pu jouer Ouais. 2 matchs complets, tout ça. C'était nécessaire. Puis peut-être aussi que son sélectionneur lui a dit bon, écoute, bon, t'es gentil, mais il y a un moment, il va falloir se remettre au travail. Elle est finie la Ligue des Champions là. Mais bon, en tout cas, ouais, un match. Moi, vraiment, son but, même son match est très complet, très beau, mais son but là, Ouais, très juste. Hein. ah ouais, non, très juste, vraiment gros match, mais la façon de frapper la balle comme ça, fin de course, où tu envoies un coup de fusil, je trouve ça extraordinaire. Il y a de la technique de frappe quand même derrière. Quand il arrive à il refait, hein, enfin, il fait quand même quoi, 30 mètres balle au pied, 30 mètres, donc il y a quand même un effort violent. Et il arrive à changer de pied fort pour ensuite frapper comme ça, non. But de très haut niveau. Et je pense d'ailleurs qu'il y avait que 1-0 à ce moment-là, et on avait vraiment besoin de cet exploit individuel pour, pour se mettre à l'abri. Parce qu'il y avait un petit côté. Vous voyez le genre de match où on mène 1-0, on a beaucoup d'occasions, mais on met pas le deuxième et on est Ouais, toujours un on fait peu. pas le break, ouais. Ouais, voilà, ce genre de match un peu Tu laisses foireux. l'adversaire un peu en vie. Ouais. Voilà, exactement. Je me disais, oh non, c'est un de ces matchs à la con là où finalement t'es bon, tu sais que t'es meilleur, mais t'es en danger parce que c'est du foot, que ça peut quand même vite mal tourner. Non, non, non. Guevara, il a dit non, non, en fait, ça va pas être ce genre de match finalement. Donc voilà. On me dit, la question se pose, est-ce qu'il regagne la gauche ou est-ce qu'on le laisse à droite? Ouais. Je sais pas, écoutez, c'est pas la question. Théo, on en parlait avant le podcast. Toi, tu l'avais trouvé vraiment bon dans le jeu, quoi. Même outre la percussion, bonne utilisation du ballon, tout ça sur le côté, vraiment un vrai bon match délié en pied fort, quoi. Ouais, mais même globalement sur ses précédentes prestations à droite, alors même si, et c'est ce que je te disais, même si la production était beaucoup moins concrète et on le sentait dans des positions et comme hier clairement pas naturelles pour lui, parce que c'est un ailier qui a quasiment, je crois, joué toujours à gauche. Ouais, pratiquement. Ouais, et qui a pas cette habitude à droite. En fait, j'ai la sensation qu'il perd aucune de ses qualités lorsqu'il est à droite, quoi. Et il est toujours aussi fort dans la fixation. Même si forcément, à gauche, il a cette agressivité qui l'amène à quasiment toujours essayer de fixer sur chaque ballon. Là, hier, comme il est pied droit et les situations s'y prêtent un peu moins, il peut être un peu plus prudent et revenir en retrait pour Hakimi, mais il a toujours cette qualité dans la fixation et cette possibilité d'amener deux joueurs sur lui et de s'en sortir, et surtout aussi grâce à un extérieur du pied qui est franchement phénoménal, hein. C'est pour pas dire qu'il est aussi bon de l'extérieur du pied que de l'intérieur du pied, parce que ça passe pour la course de Fabian en profondeur, elle est de l'extérieur du pied aussi, tout comme sa course, sa percussion sur le but. Et ça, c'est un vrai atout pour lui pour jouer à 360 degrés et à amener de la variété dans son jeu, même à droite. Et le problème était surtout, je pense, en sortie de dribble, mais contre une équipe qui, comme hier, défend avec des 1 contre 1, il a pu trouver le temps pour se remettre dans une position plus confortable pour lui, justement, et frapper dans une position quasiment préférentielle, comme s'il venait du côté gauche. Ouais, non, ouais. Il a su très bien ne pas se retrouver coincé sur son pied fort, en fait. C'est là où d'habitude, enfin parfois il peut être un peu en difficulté, et là finalement pas du tout, quoi. Vraiment un super match. Vous voulez qu'on passe rapidement? Est-ce que vous voulez rajouter un truc sur le match de Mayulu, ou est-ce qu'on passe
au match assez polémique, enfin pas polémique, mais au match de Barcola, je pense que il y a beaucoup à dire. Mayulu, oui, non, on attend de revoir à ce poste-là, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Oui, C'est Darim? ça. C'est On, ça, c'est on ça. va. Oui, pour moi, il y a pas grand-chose de plus à ajouter. Ok. Peut-être Ouais, juste vas-y, sur, vas-y, Théo. peut-être juste sur l'investissement défensif Ouais. sur le match de Mayulu, qui là aussi fait la vraie différence avec Ramos. Il y a cet aspect quatrième milieu et joueur qui vient aider les trois milieux à sortir de leur marquage et à trouver des différences. Mais il y a aussi, et je pense après le contexte du match, la première titularisation en Ligue des Champions a joué pour lui, mais une vraie envie de donner défensivement. Mm. Et la première perte de balle à la minute de jeu, si sur la transition défensive, si Marquinhos fait pas la faute, et je pense qu'elle est pas nécessaire, c'est lui qui est à côté de Marquinhos derrière sur le 9 de l'Atalanta, Maldini je crois, pour Ouais. récupérer et il a le ballon. Et pareil sur le premier but d'ailleurs où sur son pressing il a cette concentration et ce sérieux pour si vous regardez sur la passe de Karnesecki à Moussa, Karnesecki en fait il veut que Moussa joue sur Yen et Mayulu a le sérieux pour tourner les talons et venir fermer l'angle de passe. Et c'est ça qui met Moussa en difficulté et commence à perturber le ballon d'Atalanta et qui mène à la perte de balle. Donc un vrai apport aussi qui pour moi confirme un vrai bon match de sa part. Ah oui, effectivement, c'est finement décrit de ta part sur l'importance de Mayulu dans l'aspect défensif. Et on voit que c'est un joueur qui a eu des responsabilités défensives. On voit que c'est un mec qui a joué relayeur, qui a joué arrière droit. Il comprend assez bien défensivement ce qu'il faut faire. Et moi, il y a un moment, je sais pas si ça vous a choqué ou pas, l'arbitre a sifflé faute, mais à un moment, il a mis un coup d'épaule. Il a Oui, fait. oui, oui. Il Ah n'y avait ouais, pas faute. oh là là. Non, puis surtout quand on se rappelle de Mayulu, la brindille. Ah ouais, il a changé la brindille, hein. Euh, je peux vous Ah dire oui, que mais il va continuer son évolution physique en plus, hein. un certain Omar a applaudi à deux mains cet impact physique et dit oh mais quel joueur t'es en train de devenir, c'est formidable. Donc voilà, ça fait plaisir de le voir comme ça grandir à 19 ans et puis même à 19 ans si tu es en Ligue des Champions, c'est c'est pas rien quand même. Faut se rendre compte que ouais, Seny Mayulu, il a 19 ans, il est de 2006. Donc c'est il a à peine connu Zidane joueur, mais je pense qu'il est réalisé pas à l'époque, mais ça vous donne un peu une idée de sa jeunesse quand même. On va finir avec le match de Barcola, parce qu'une personne me dit sur le live, il faut distinguer le penalty du reste du match. Bah moi je vais aller encore plus loin, il faut distinguer même Barcola dans le jeu et Barcola qui tire, tout simplement, parce que beaucoup de... Bon, j'ai détesté Barcola devant les buts, hein, parce qu'il peut mettre un triplé en s'appliquant un peu en une mi-temps. Vraiment, je crois que on a beaucoup parlé du penalty qui est scandaleux, mais je sais pas, il y a comme l'impression qu'il voulait pas y aller. Moi, l'action qui m'a choqué, c'est celle où il est servi en retrait par Hakimi et il envoie cette frappe, espèce de saucisson mou là. Le Karnesecki sort sur la ligne finalement sans même faire un exploit. Je suis là, genre, attends, faut... c'est la Ligue des Champions quand même. Il faut être un peu sérieux, faut mettre des vitamines dans les frappes, quoi. On parle de sur live de blocage mental. Je sais pas s'il y a un blocage mental. Je pense qu'il y a peut-être un Il y a un détachement manque de qui. méchanceté. C'est Ouais, ça. c'est C'est ça. ça. Il y a du Il est détachement. pas, il est pas assez déterminé à faire mal à l'adversaire. Il faut qu'il passe ce cap là, qu'il ait ce déclic et vraiment qu'il acquiert l'envie de défoncer le gardien adverse en fait. Voilà. Et là il y a du détachement, il y a de la nonchalance. Euh, on sent que c'est pas un joueur. C'est sûr qu'il n'est pas obsédé par le but, mais ça c'est plutôt une bonne chose. Mais il faut quand même qu'il développe cette faculté à, quand il est en bonne position, à vraiment vouloir faire mal à l'adversaire, quoi. Hmm. Ouais. C'est dommage parce que il rate tout devant le but globalement. Mais à part ça, je trouve qu'il fait un match super intéressant. Il y a de la fixation, il y a du petit jeu combiné, il y a des prises de balles notamment. Dernièrement, il a une qualité dans ses prises de balles qui est des feintes de corps et tout. Ah vraiment, il joue dans le jeu avant d'arriver au but. Et encore contre Lens, il en met deux il y a 5 jours, hein, faut pas l'oublier. Mais il a un niveau vraiment important. Enfin, intéressant, même très intéressant.
Je sais quand Désiré Doué, Dembélé vont revenir, tout ça, il va quand même pas être simple à sortir du 11 de départ. Et ça a l'air de rien, mais c'est lui qui lance Ruiz sur le premier but, c'est lui qui décale Nuno sur le troisième. C'est encore lui qui crée un peu le quatrième en. Non, c'est Mbaye qui va presser, pardon. C'est Mbaye ou c'est Barcola? Non, Barcola, c'est Mbaye, voilà, c'est ça. Mais donc, il est encore impliqué dans le quatrième but. Dans le nombre d'occasions où il est impliqué comme ça et tout, il y a l'histoire du hors-jeu là où il. Là, je trouve qu'il joue pas très bien le coup, il part vraiment trop tôt. Mais encore une fois, c'était lui qui avait pressé. À la 85e, on le voit revenir pour défendre et tout. Non, ces matchs, je regrette, il y a de la moelle, quoi. Il y a des choses dedans. Il y Mais a c'est vrai l'action où il traîne Moussa sur 40 mètres aussi. ouais, aussi, ouais. Non, enfin, Théo, je sais pas ce que t'en as pensé de son match. Si tu es comme moi, frustré par la dernière touche face au but, mais assez convaincu du reste ou pas? Ouais, 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 je suis d'accord avec vous. Je vous rejoins sur l'aspect pas tueur et justement même sur l'action où il traîne Moussa sur la moitié du terrain. Quand Moussa le rattrape légèrement et au lieu d'avoir la volonté de conclure l'action et de tirer, de trouver un angle de frappe d'une manière ou d'une autre, il force une passe pas très naturelle à Guevara et ça met fin à un 2 contre 2 ou un 2 contre 1. Donc ça manque, mais c'est sûr que sur la globalité de son match et sur les autres aspects, je suis d'accord avec vous, il est de mieux en mieux. De mieux en mieux à l'intérieur aussi, Mm. où on le voyait un peu mal à l'aise, inconfortable lorsqu'il jouait à l'intérieur. Et là, je trouve qu'il est de plus en plus conscient de lui-même et moins dans l'idée de répliquer ce qu'il fait sur l'aile. Ouais, Même s'il a encore un déchet qui, voilà, c'est un dynamiteur qui aime pousser le ballon loin et courir après. Donc, quand à l'intérieur, tu dois faire des touchés plus courts. Il est un peu moins à l'aise encore là-dedans. Mais même là, j'ai trouvé qu'il progresse. Et voilà, que ce soit dans la fixation à l'intérieur du jeu. Maintenant, ce qui manque aussi, c'est la finition. ouais. Mais enfin, on parle de mauvaise finition. Le mec a quand même mis 25 buts la saison Voilà. dernière, hein, voilà. Il part pas Oui, de zéro, quoi. il y a des joueurs qui ont fait des carrières à très haut niveau avec des finitions, des attaquants qui ont fait des carrières à très haut niveau avec des finitions moyennes, voire pour certains en dessous de la moyenne. Mais à partir du moment où tu arrives à te procurer un volume d'occasion suffisant pour marquer des buts, tu sers à ton équipe. Exactement. Vous voulez dire un mot sur les entrants, que ce soit Mbaye, Lee, Kang, Lee, Kang, c'est le même, Lee, Ramos ou autre? Oui, Théo. Ouais, Peut-être vas-y, juste Théo. sur Warren. Oui, ah oui, c'est vrai que Ça Warren a fait, joué aussi une demi-heure, ouais, excuse-moi. qui a fait une bonne entrée et ça fait du bien de le voir enchaîner comme ça parce qu'il est peut-être sur sa meilleure dynamique depuis longtemps. Voilà, une entrée avec pas mal d'impact. Je trouve qu'il a fait aussi beaucoup de bien sur les courses et les appels en profondeur qu'on le voit de plus en plus faire et qui ont amené de la mobilité et une mobilité nécessaire quand tu fais des changements au milieu de terrain et que tu enlèves des joueurs comme Fabian ou Joan Neves. Et aussi dans le scénario du match, l'histoire du match, avec l'Atalanta qui en deuxième période est passé dans un bloc plus regroupé, médian, voire bas par moment, et où on a régulièrement attaqué la profondeur justement en leur faisant un peu miroiter ce danger de combinaison dans l'axe, Ouais. en faisant sortir les centraux. Et lui, toujours dans le bon timing, se retrouver dans la profondeur, notamment sur la passe de Lee. Bonne entrée, et ça fait du bien de le voir comme ça. Ouais. Moi, tu as raison de dire, je trouve qu'il a été très bon dans la lecture des espaces. Comment couper un peu en seconde lame comme ça et tout, et même déjà contre Lens, quelques jours plus tôt, je trouve que c'était bien. Là, il va être titulaire à Marseille en théorie, puisque c'est lui le numéro vraiment 3 bis du milieu de terrain. J'ai hâte de voir ce qu'il va être en mesure de faire, parce que l'an dernier, là-bas, il avait fait un gros match contre Rabiot Heuberg, donc ça va être intéressant. Mais je trouve que quelque part, il est là quand même, hein. S'il y a une baisse de régime de Neves ou Ruiz, il sera, il peut vite rentrer dans l'équipe en tout cas. Donc je suis content pour lui. Sur les autres, oui, on me signale bonne entrée de Mbaye à gauche, j'avoue. Moi, j'ai trouvé, ouais, non, c'est bien, il faut qu'il continue et puis ça va venir. C'est comme ça. Il a 17 ans, il faut qu'il fasse des bons matchs et tout ça. Donc
C'est bien, il est sur la bonne voie, surtout on voit que malgré un match des hauts et des bas contre Lens, il abandonne pas, il est toujours dans la recherche d'essayer de bien faire les choses, donc c'est exactement ce qui était attendu. Pour finir, deux choses. Déjà, je vais remercier tous les subbers parce qu'il y en a eu un nombre important. Merci à Stuptri, merci à Georges avec un J, merci à Tonton Pierre, merci à Wan et merci à Ongarat à qui je souhaite un bon anniversaire parce que visiblement c'était son anniversaire il y a peu. Voire c'était son anniversaire jeudi soir, mais comme on est un peu tard, le pauvre, j'ai du retard. Juste un petit mot sur le match des jeunes en Youth League avec le nouvel entraîneur Jean-François Vullier aussi. C'était un peu la première sortie. Alors, on a mis une équipe de Youth League qui est un peu plus expérimentée que les années d'avant. Des joueurs qui l'avaient déjà joué. Mais franchement, c'était très très bien ce qu'on a proposé. Avec Njantou devant qui a mis un triplé. Les deux ailiers, Ensoki et Steit Telamio, je suis désolé, son nom, je vais lui massacrer le pauvre. Mais globalement, même Kafi au milieu, Abo Elney, vraiment, ils ont tous fait un fan Dramé arrière droit. Est-ce que ça se trouve en replay? Normalement, si vous avez un compte PSG TV Premium, vous pouvez le prendre en replay. Alors, le prix a augmenté. Hein. Faed, on ne t'oublie pas dans ton combat. C'est passé à 20 balles par an. Mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Je sais pas si Ensoki, c'est la famille de Stanley. Tu sais, Théo, ce truc-là? Parce que j'ai... Un peu du tout. Pas du tout. Je suis pas certain. Aucune info. Ouais. Je sais que Pesley, c'est pas du tout la famille de Grégory, le U17 là, Jarel Pesley. Mais alors Ensoki, je suis pas certain si c'est de la famille ou pas. Ah, on me dit oui, bah voilà. Il joue pas du tout au même poste. Hein. Lui, c'est un ailier droitier. Sur Alors son que... surmarque, c'est précisé que oui. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah mais oui, je suis belge, en plus je suis allé vérifier. Stanley, c'était un relayeur gauche au départ, devenu arrière gauche ou central gauche, qui fait toujours sa petite carrière en Bundesliga d'ailleurs. Là, le petit Ensoki, c'est un ailier gauche, mais il est droitier. Voilà. On me dit que pour les abonnés, les comptes MyParis, PSG TV est compris, effectivement. Voilà. Mais non, honnêtement, je voulais juste dire un petit mot sur eux parce que il y a fort longtemps dans le podcast, en fin de podcast, on finissait par les résultats des autres catégories. Aujourd'hui, je peux plus le faire parce que je peux plus voir les matchs, j'ai plus forcément le temps de les regarder tout ça. Mais honnêtement, l'équipe de Youth League, elle a fait un très très bon début. Et pareil, deuxième match à Barcelone, donc ça va être un gros test pour eux, parce que le Barça est toujours un monstre en termes de formation. Et on a hâte de voir ce que ça va donner, s'ils vont pouvoir confirmer. Allez, sur ce, on vous remercie pour votre fidélité, votre présence, vos messages, tous vos likes aussi sur YouTube, sur d'autres... voilà. Je ne regarde plus le PSG Judo, je ne l'ai jamais regardé, je dois l'admettre. Voilà. Et les féminines, on a eu 2 articles de postés tout à l'heure, la non-venue de Putellas et comment ça s'appelle, les chapeaux pour le tirage au sort de la Ligue des Champions des filles. Voilà. Et non, j'avoue que les féminines, voilà. Et les Dolphins contre les Bills, c'est cette nuit, mais je vais pas regarder. C'est un peu trop tard. Puis je sais à peu près qui va gagner avant même que ça commence. Sur ce, bonne soirée à tous, bonne nuit à tous. Un grand merci pour votre fidélité. Puis on se retrouve lundi soir pour le débrief du classique en espérant qu'il sera heureux. Parce que sinon, ça va être fort pénible. Allez, ciao ciao tout le monde. Merci, bonne soirée, bonne nuit. Ciao tout le monde, bonne nuit, bisous. Bonne nuit. Bonne nuit. Et vive l'open source comme toujours. Et désolé pour les coupures, ça venait de ma connexion internet.